Bienvenue à tous. On commence par cette tribune du quotidien d'Oran signée Mustapha Agoun, dans laquelle l'auteur dénonce la dérive de ce qu'il nomme, je cite, la pseudo-opposition algérienne, principalement active sur les réseaux sociaux et souvent basée à l'étranger. Il regrette la disparition d'une opposition digne, fondée sur les principes, la connaissance et le patriotisme, remplacée selon lui par une opposition téléguidée, bruyante, inculte et motivée par des intérêts financiers. L'auteur accuse certaines voix dissidentes d'être financées par le Marsen marocain et les Émirats arabes unis qu'il considère comme des puissances cherchant à affaiblir l'Algérie. Selon lui, cette opposition agit non pour réformer ou améliorer le pays, mais pour le discréditer en utilisant mensonges, insultes et vidéos virales sans jamais proposer d'alternative. Il critique le manque de culture politique de ses opposants, confusion des institutions, méconnaissance des enjeux économiques, instrumentalisation du discours patriotique. Il y voit une entreprise de déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur à laquelle certains participent par opportunisme, troquant l'idéal pour le contrat, la colère sincère pour une indignation rémunérée. Toutefois, l'auteur appelle à une opposition véritable, informée, constructive, enracinée dans l'histoire et la réalité algérienne, capable de corriger sans trahir. En conclusion, il lance un avertissement. L'Algérie a de la mémoire, elle saura distinguer les opposants sincères des influenceurs en service commandé. Nous en parlions en titre dans un rapport sur l'interaction stratégique américaine avec l'Algérie. L'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient a affirmé que l'Algérie, qui jouit d'une bonne réputation, peut devenir un partenaire clé pour les États-Unis dans la région. Le UNEP considère l'Algérie comme un acteur stable avec une armée forte et une position géographique stratégique entre le Sahel, la Méditerranée et l'Europe, mettant en relief son rôle dans la lutte contre le terrorisme, sa posture souveraine et sa capacité à interagir avec plusieurs blocs, Afrique, monde arabe, Russie, Chine et Occident, ce qui lui confère un poids particulier, ajoutant que sa position en tant que l'un des plus grands producteurs d'énergie en Afrique, situé stratégiquement le long de la route du commerce maritime en Méditerranée, en fait un partenaire solide. Le UNEP salue l'adoption par l'Algérie de l'anglais comme seconde langue dans les écoles algériennes, ajoutant que les États-Unis devraient augmenter le financement des programmes éducatifs. Économie avec ce rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La CNUSED portant sur l'investissement mondial pour l'année 2025. Le rapport intitulé L'investissement mondial dans l'économie numérique fait état d'une performance positive de l'Algérie avec une augmentation des flux des investissements directs étrangers de 18% par rapport à 2023 et ce, en dépit des défis mondiaux croissants. C'est ce que nous dit Mejda Jahmoud dans ce papier. Regarde. Les investissements directs étrangers ont atteint 1,43 milliard de dollars américains en 2024, soit en hausse de 18% par rapport à 2023. C'est ce qu'a révélé le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, intitulé « L'investissement mondial dans l'économie numérique ». Une performance positive, fruit de réformes législatives contenues dans la loi sur l'investissement et d'une ferme volonté de l'Algérie de diversifier son économie hors hydrocarbures en misant sur les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables. Le rapport met en lumière les améliorations notables des infrastructures comme les ports, réseaux de transport et raccordements énergétiques qui facilitent les échanges commerciaux ainsi que la mise en place d'outils numériques pour simplifier les procédures d'investissement. Le rapport a en outre mis en exergue la volonté politique du pays d'améliorer le climat des affaires et a abordé son adhésion à des accords continentaux et internationaux tels que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, à même de renforcer la position stratégique de l'Algérie qui en a fait une plateforme régionale et une porte sur l'Afrique et l'Europe. Conseil des participations de l'État tenu ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui, en application des décisions du président de la République portant création d'une compagnie aérienne nationale dédiée au transport intérieur.
Cette réunion a été consacrée à l'examen du dossier relatif au transfert de la propriété des actions de la compagnie Tassilia Airlines du groupe Sonatrach au profit de la compagnie Air Algérie. Cette opération importante s'inscrit dans le cadre de la vision nationale pour le développement du transport aérien intérieur, visant à renforcer la connectivité entre les différentes régions du pays, à accroître leur attractivité économique et à améliorer les services de transport au bénéfice des citoyens. Il y a eu conseil du gouvernement ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui, une réunion consacrée à l'examen de la situation des stations de dessalement d'eau de mer réalisée dans le cadre du programme national complémentaire décidé par le président de la République ainsi qu'à l'état d'avancement des raccordements aval visant le renforcement de l'approvisionnement en eau potable au profit des populations des wilayas et en prévision de la rentrée sociale 2025-2026. Le gouvernement a entendu une communication sur les préparatifs de la prochaine rentrée de la formation professionnelle, session octobre 2025. Dans le même contexte, le gouvernement a entendu une communication sur les mesures prises pour garantir la disponibilité des articles scolaires et les produits de large consommation et à des prix abordables. Le gouvernement a en outre entendu un rapport d'étape sur l'avancement de la campagne moisson-battage 2025 et aux résultats satisfaisants obtenus notamment dans les wilayas du Sud. Il a également passé en revue les préparatifs en cours concernant la campagne labour-semaille 2025-2026. Enfin, le gouvernement a suivi le déroulement de la saison estivale et examiné la mise en œuvre des différentes mesures prises dans le cadre des plans d'aménagement en vue d'assurer le confort des estivants. Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a présenté au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les condoléances suite au décès de l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari. Au siège de l'ambassade de la République du Nigeria, le président du Sénat a signé le registre des condoléances en exprimant la profonde solidarité de l'Algérie avec le peuple nigérian dans cette douloureuse épreuve, tout en insistant sur les liens de fraternité et d'amitié qui lient l'Algérie au Nigeria. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a coprésidé ce mercredi avec le secrétaire permanent des Affaires étrangères et du commerce international de la République du Zimbabwe, Albert Chimbindi. L'ouverture des travaux de la 4e session de la commission mixte de coopération entre l'Algérie et le Zimbabwe, abritée au siège du ministère peu avant le début des travaux, les deux parties ont tenu des entretiens bilatéraux sur l'état des relations algéro-zimbabwéennes et les moyens de les renforcer et de les élargir. Les deux parties ont réaffirmé l'attachement de leur pays à établir un partenariat stratégique fondé sur l'intérêt mutuel et servant les objectifs de développement et l'intégration africaine. Nous en parlions en titre. Poursuite des travaux de la 44e Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique ce mercredi. Il s'agit aujourd'hui de trouver des solutions concrètes et de définir des stratégies qui favorisent un développement urbain inclusif et résilient. Nos équipes ont suivi les échanges. Les détails avec Walid Yousfi. Après le constat, place à l'action. Le deuxième jour des travaux de la 44e Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique est consacré à la recherche de solutions concrètes au programme panel, ateliers et partage d'expériences. Le financement du logement, c'est une question stratégique et aujourd'hui, nous avons un déficit de plus de 52 millions de logements en Afrique et avec 52 millions de déficit, nous avons besoin d'au moins 1000 milliards de dollars. Donc les montants sont faramineux et pour ça il faut qu'on mobilise des institutions comme la nôtre Shelter Afrique, mais aussi l'alliance de toutes les institutions multilatérales et avoir des sources de financement qui soient concessionnelles pour pouvoir faire un effet de levier pour financer tout le secteur. C'est un événement assez innovant parce que ça permet de faire en sorte que plusieurs experts se rencontrent pour pouvoir parler de solutions innovantes pour l'habitat, les infrastructures en Afrique et pouvoir ainsi manifester notre souveraineté sur le continent africain en question de matériaux de construction et d'infrastructures innovantes. Le logement, ses défis et ses modèles de financement sont donc au cœur des discussions entre les participants. L'idée est aussi de renforcer les partenariats publics-privés.
Donc c'est une expérience à partager avec d'autres pays africains et nous, Côte d'Ivoire, sommes demandeurs de ce type de partage. Tout à l'heure, j'indiquais qu'au-delà des rencontres entre secteurs publics, ce que nous souhaitons, c'est amener des acteurs du secteur privé à venir ici en Algérie et à commercer entre Algériens et Ivoiriens. C'est l'expérience algérienne qui est une expérience qui devra inspirer beaucoup de pays africains. J'ai beaucoup plus apprécié le nombre de logements, 200 000 logements par an, c'est vraiment énorme. L'Algérie a aussi mis en avant son expérience. Son programme de logement social massif, salué par plusieurs délégations, est présenté comme un modèle régional à adapter selon les réalités locales. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a participé aujourd'hui au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, aux travaux de la réunion ministérielle d'urgence sur les violations graves du droit international commises par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Cette réunion qui s'est tenue à Bogota a été consacrée à l'examen des derniers développements de l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien dans un contexte marqué par des évolutions graves de la tragédie humanitaire que subit le peuple palestinien. Dans l'allocution prononcée à cette occasion, Lounès Magraman a plaidé pour une intensification des efforts internationaux afin de mettre fin à l'agression sioniste, notamment en exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et en contraignant l'occupant sioniste à lever les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a également plaidé pour la reconnaissance d'un État palestinien. Lounès Magraman a également mis l'accent sur l'impératif de tenir l'entité sioniste responsable de ces crimes et de mettre fin à toute tentative visant à liquider la cause palestinienne. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie à défendre sans relâche la cause palestinienne, notamment à travers son action au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions de l'État, le secrétaire chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Seda Ali Zerouri, ont signé un accord cadre portant la mise en place d'un nouveau service de légalisation des documents administratifs destinés à être utilisés à l'étranger. Le secrétaire d'État a affirmé que la simplification des procédures administratives et la facilitation des services consulaires sont au cœur des préoccupations de l'État. Le journaliste Ali Draa, décédé hier soir à l'âge de 78 ans, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Yahia à Alger. Était présent aux funérailles du défunt aux côtés de sa famille, le ministre de la Communication et un bon nombre de ses collègues et amis journalistes. Le défunt était connu, rappelons-le, pour son long parcours dans les domaines médiatiques et politiques au cours duquel il a marqué de son empreinte de nombreuses institutions médiatiques ainsi que des événements majeurs de la vie nationale. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses condoléances attristées à sa famille et lui exprime sa sincère compassion. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournerons. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 9 au 16 juillet 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 43 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 93 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 54 kg de cocaïne ont été saisis en 4e région militaire, ainsi que plus de 320 000 comprimés psychotropes lors d'opérations menées à travers les régions militaires. Selon le même bilan, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Ingizem, Borj Baji Mukhtar, Imsalah,
Janet et Illizi, 308 individus et saisis, 32 véhicules, 230 groupes électrogènes, 150 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils, de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 7 autres individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, ainsi que près de 219 300 litres de carburant et plus de 5 quintaux de tabac et 5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 58 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 136 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, en France, le plan de François Bayrou suscite une volée de réactions virulentes au lendemain des annonces du Premier ministre de mesures d'austérité pour réduire le déficit public. Les réactions restent vives. La Confédération de travail appelle à la mobilisation alors que les oppositions dénoncent des mesures injustes et dangereuses. Pris en étau entre l'endettement européen et les déficits accumulés, la France entre dans une ère d'austérité sans précédent. Résultat d'une politique téléguidée par l'extrême droite, désormais au cœur du pouvoir. Le plan d'austérité dévoilé cette semaine par François Bayrou à travers le projet de budget 2026 se présente comme une réforme économique. Mais en réalité, il incarne pleinement l'idéologie d'une droite dure qui préfère sacraliser les chiffres au détriment de la solidarité et fragilise les fondements de la cohésion sociale. Bruxelles décrit la France aujourd'hui comme un élève en extrême difficulté dans la zone euro, avec une dette publique qui frôle les 3 345 milliards d'euros et un déficit qui continue de se creuser. Le pays s'enfonce dangereusement, une situation pointée du doigt par le Haut Conseil des finances publiques, qui met en garde, si le plan d'austérité est appliqué tel quel, le taux de chômage augmentera et pourrait dépasser les 9%. L'année 2026 s'annonce donc extrêmement difficile. Pas d'augmentation des retraites, pas de revalorisation des aides sociales. Le summum du paradoxe réside dans la décision de porter à 100 € le reste à charge sur certains médicaments, de ne pas remplacer les départs à la retraite dans la fonction publique, de supprimer plusieurs agences gouvernementales tout en instaurant une contribution symbolique sur les grandes fortunes en France. La proposition de supprimer 2 jours fériés évoque une logique d'État d'urgence économique. En réalité, cette politique d'austérité n'est pas un choix économique, mais un choix idéologique, celui d'une extrême droite qui voit dans les sacrifices sociaux un moyen de protéger les intérêts des plus riches et non de renforcer la solidarité entre les Français. Alors que le processus de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste s'intensifie, une nouvelle étape semble franchie avec l'émergence de partis politiques défendant la normalisation avec l'État sioniste. Une dérive qui suscite une profonde colère, mais aussi de la déception au sein de la société marocaine qui considère la normalisation comme une trahison à la cause palestinienne. Amira Sefta. L'ingérence de l'entité sioniste dans les affaires du Marzen préoccupe au plus haut point les Marocains qui vivent cette situation comme une trahison. Une ingérence qui se traduit par l'émergence sur la scène politique de nouvelles forces partisanes faisant la promotion de la normalisation. La création du tout premier parti pro-sioniste au Maroc, baptisé Tamrébé, s'inscrit dans une volonté claire et assumée du Marzen de fonder des partis politiques qui défendent les intérêts sionistes. Ce parti ne se bat pas pour les droits du peuple marocain, mais il est au service d'agendas étrangers. Conscients de la gravité de la situation, les Marocains s'insurgent devant cet état de fait et tentent de faire bloc entre l'ingérence sioniste et la normalisation avec cette entité criminelle. La normalisation est une trahison du peuple marocain, une trahison de l'héritage du mouvement national de libération dans notre pays. La persistance du régime politique dans cette dynamique de normalisation ne peut qu'aller à l'encontre de la volonté populaire. Une volonté populaire réprimée par le Marzen qui n'hésite pas à employer des moyens peu orthodoxes pour faire taire toute voix s'opposant à la normalisation.
Et on termine avec du patrimoine, avec la Kasbah de Béjaïa. Après une longue opération de restauration, la citadelle datant de l'époque médiévale renoue avec les visiteurs. Ce lieu constitue un patrimoine régional et national précieux. On peut notamment y découvrir des touches almohades, espagnoles et ottomanes. Immersion avec Raouf Hamouche. Elle domine la baie de Béjaïa depuis des siècles, témoin des civilisations méditerranéennes. Longtemps abandonnée, la Kasbah renaît aujourd'hui. Grâce à la passion des archéologues, des artisans et des visiteurs venus la redécouvrir. La citadelle de Béjaïa a été classée monument historique national en 1967. Chaque mur de ce pan important de l'histoire de Béjaïa porte la trace des époques. Aujourd'hui, elle renaît grâce à une restauration minutieuse, pensée comme un pan entre passé et avenir. Elle fut construite en 1154, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, par le califat almohade Abd el-Moumen Ben Ali. La Kasbah de Béjaïa, durant son histoire, elle a connu le passage de nombreux érudits. On cite par exemple Ibn Khaldoun, nous avons Leonardo Fibonacci, le mathématicien italien, et aussi le passage de Ibn Battuta, Al-Rubrini et de nombreux érudits qui ont marqué leur passage ici à la Kasbah de Béjaïa. Je raconte l'histoire de la Kasbah, j'essaie d'expliquer les différents édifices qui sont à l'intérieur de la Kasbah, l'histoire et les informer aussi sur d'autres sites qui entourent la ville de Béjaïa. Les visiteurs redécouvrent un joyau longtemps ignoré, niché dans les hauteurs de la ville. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une Kasbah à Béjaïa. Pour moi, la seule, c'était celle d'Alger. Et là, je suis bluffé. C'est magnifique. On devrait en parler plus. Non, par contre, la Kasbah, je ne connaissais pas. Hein. Ouais, c'est la première fois pour moi. Je suis assez étonnée d'avoir pas découvert ça avant. Je savais, je connaissais, j'avais un peu de culture sur le Qala al-Hamadiya. Donc ça, je connais assez bien. Mais la Kasbah, c'est la première fois que j'apprends son existence. Et je suis très surprise. Et puis, c'est une architecture et une culture à ne pas rater, quoi. Ouais. Ici, en Algérie, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je m'amuse bien. La Kasbah n'est plus seulement un site historique. Dans ses anciennes cellules, l'artisan local donne libre cours à son talent pour confectionner de belles œuvres artisanales représentatives d'un savoir-faire ancestral. Avant, je travaillais chez moi. Ici, je rencontre des gens de partout. Je leur montre ce que je fais, je raconte l'histoire des objets. C'est une vraie vitrine, notamment pour la promotion de l'artisanat local. On s'est axé pour venir ici à la Kasbah parce qu'il y a énormément d'immigrés qui viennent ici nous visiter, nous honorer à Béjaïa, tout le monde, avec même d'autres nationalités, parce que vous êtes ici à Béjaïa, l'une des universités les plus fameuses en Algérie. Il a donné trop d'histoire, Alors on s'est dit, pourquoi ne pas ancrer l'histoire de Béjaïa avec cette figue de barbarie. Des savoir-faire traditionnels qui trouvent un nouveau souffle dans un lieu chargé de mémoire. À Béjaïa, la Kasbah n'est plus un vestige figé. Généreuse et accueillante, elle s'ouvre aux visiteurs. Elle incarne une mémoire retrouvée, un avenir qu'on veut bâtir avec fierté. Et avec ce lieu chargé d'histoire, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve dimanche à 19h. Au revoir.